Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance du cours « Retrouver le sens des limites, une urgence ». Comme je vous l'annonçais, nous accueillons aujourd'hui Sylvain Piron accompagné de Damien Delorme, mais avant de leur laisser la parole, je voudrais dire un tout petit mot par rapport à la semaine dernière. Il y a eu un problème technique navrant dont on s'est rendu compte après. L'enregistrement a échoué totalement à cause des nouveaux dispositifs qui ont été mis en place. Mais je vais enregistrer sur podcast la conférence, je vais enregistrer ce week-end chez moi, la conférence que j'ai faite la semaine dernière avec le PowerPoint, si bien que vous pourrez la retrouver à partir de la semaine prochaine, à compter, on va dire, de mardi au plus tard, vous pourrez la retrouver sur le site, puisque le principe de ces cours est de faire en sorte que les enseignements soient disponibles sur le site Moodle. Car vous êtes ici une bonne soixantaine à suivre ce cours, mais des personnes nombreuses, de nombreuses personnes regardent en différé. Alors c'est toujours quand même moins bien que la présence, de voir un petit médaillon, le conférencier en petit médaillon et le PowerPoint. C'est confortable d'être chez soi, mais c'est heureux aussi de sortir, de se rencontrer et surtout de discuter en présence. Et en présence, en chair et en os, nous recevons Sylvain Piron et Damien Delorme. Je leur laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je vais simplement présenter Sylvain Piron avant de lui laisser la parole, puis de discuter un peu avec lui avant de discuter tous et toutes ensemble. Voilà, alors Sylvain Piron nous vient de Paris. Il est directeur d'études, il est historien, il est directeur d'études à l'EHESS, donc l'école des hautes études en sciences sociales. Il est médiéviste, spécialiste de l'histoire économique, et il a notamment contribué à la redécouverte d'une œuvre importante du Moyen-Âge, celle de Pierre de Jean Olivier, un frère franciscain spirituel, XIIIe siècle, au moins aussi important que Thomas, mais complètement oublié. Et il a contribué à faire redécouvrir à la fois l'importance de cette œuvre et son importance aussi pour le temps présent. Il vous en dira deux mots, je pense, dans sa conférence. Et puis, depuis 2017-2018, il s'attelle aussi à développer une histoire du temps long de notre condition contemporaine, et notamment à partir de la réflexion sur les crises écologiques. Et il a publié donc en 2018 L'occupation du monde et en 2020 Généalogie de la morale économique. Et ce sont deux volumes d'une entreprise qui consiste à se demander comment on en est arrivé là. Comment sommes-nous incapables de réagir et comment, par une pensée de la longue durée, on peut donner une autre perspective sur les origines, ou une des origines, de nos crises contemporaines. Alors, parmi d'autres publications, je signale simplement deux ouvrages, les plus récents. En 2021, Christine l'Admirable, Vie, chants et merveilles, publié aux éditions Vue de l'Esprit, dont Sylvain est aussi le directeur, co-directeur, voilà. Et puis apparaître dans les prochains jours un François d'Assise, donc une reprise et un commentaire du Cantique de Frère Soleil et d'autres textes, traduits et présentés par Sylvain aux Presses universitaires de France, dans la collection Les classiques de l'écologie, dirigée par Dominique Bourg. Voilà. Donc aujourd'hui, Sylvain va nous parler de la question des limites des ressources et des limites du concept même de ressources. Je lui laisse la parole et nous discuterons ensuite. Merci
Merci Damien, merci Ghislain pour l'invitation, merci à toutes et tous d'être présents. Donc je vais essayer d'être aussi clair et précis que possible à la fois pour parler de choses immenses. Donc Ghislain me demande de parler des limites des ressources dans ce cadre d'une réflexion sur les limites. Donc je pense que c'est une excellente question. Pour laquelle je ne suis pas totalement compétent. Mais je pense comme moi, vous avez tous été frappés cet été par l'ampleur des dérèglements. Nous avons vécu l'été de tous les dépassements, des décrochements de courbes. Je ne sais pas si vous êtes attentifs moi je suis un peu compulsif pour observer les courbes de température de l'air et de l'eau, des océans. Elles se tiennent d'habitude dans un spectre, ça se tient. On est en général en haut du spectre des dernières années, et depuis le mois de juin à peu près, ça a décroché de 1-2 degrés. C'est absolument inédit, c'est totalement ahurissant, et personne ou presque ne s'en émeut. N'hésitez pas s'il y a des points, si des mots ou des notions qui vous ont échappé, levez la main, dites-moi et je préciserai. On dirait que ce sera plus simple de le faire en direct. Donc, tout explose. Les climatologues nous rassurent à nouveau pour dire c'est pas si grave, on est dans une fluctuation tendancielle, mais on observe quand même un décrochement dans la tendance qui est un signe extrêmement puissant. Or, en même temps, on observe une indifférence assez spectaculaire des pouvoirs publics des pays, de la plupart des pays qui ont les moyens d'agir sur ces questions. On observe également une nouvelle poussée de climato-scepticisme, une chose qui est surprenante en un sens. Si on y réfléchit bien, on voit que non. C'est que précisément, on est rentré vraiment dans le dur, dans le moment où alors moi, je ne parle plus jamais de crise, parce que quand on dit crise, on parle d'un phénomène qui pourrait être surmonté. Là, on n'est pas dans une crise, on n'est plus dans une crise. Hein, je suis désolé d'employer des mots un peu forts, mais on est dans une catastrophe. On est rentré dans un état catastrophique et on ne sait pas où il va nous mener, mais en tout cas, on est sûr qu'on ne reviendra pas au point de départ. Donc, ce n'est pas une crise qui sera surmontée. Et la question, c'est comment on va adapter, comment la planète, l'humanité va s'adapter à ces nouvelles conditions et comment on peut éventuellement ralentir un processus qui est en cours, qu'on aurait pu empêcher parce qu'il y a des alertes qui sont lancées depuis plus de 50 ans. Et depuis plus de 50 ans, les scientifiques, les chercheurs, les militants alertent et sans effet. Alors, il y a eu en France, c'était aussi très spectaculaire, au début du mois de septembre, une dispute publique entre deux grandes personnalités. Jean Jouzel, qui est un glaciologue, qui est vraiment une des grandes figures du GIEC, donc de ce groupement de climatologues qui étudie, qui produit des rapports de synthèse qui ne sont pas du tout des documents engagés. C'est l'état minimal du savoir scientifique sur les questions climatiques qui est proposé régulièrement. Et Jean Jouzel est assez célèbre pour sa modération politique. Et il était invité aux rencontres du patronat français. Et il en est sorti en s'écriant « Il y en a marre ». Et parce que le patron de Total, qui est l'entreprise pétrolière que vous connaissez tous, qui est peut-être plus puissant que la plupart des pays européens indépendants, pris séparément, lui a dit « Mais cher Jean, il faut tenir compte de la vie réelle, tu rêves ». Les gens ont des bagnoles, il faut alimenter leurs bagnoles. On ne va pas changer, on ne va pas arrêter de prospecter et de mettre en chantier de nouveaux gisements de pétrole. Alors que, on sait, c'est annoncé dans les rapports depuis des dizaines d'années, il nous reste maintenant 5 ans pour arrêter les prospections de nouveaux, la mise en chantier de nouveaux gisements d'hydrocarbures. On est vraiment au moment précis au moment de vérité, disons, sur ces sujets, et où donc un point. Alors c'est pas de rupture, il n'y a pas de rupture. C'est juste on constate que finalement il y a une force qui est beaucoup plus puissante que tout ce que peut dire la science et la raison sur ces questions, qui est l'inertie de la société. Ça, c'est une thèse que défend mon ami Bertrand Méheux dans un livre paru en 2009. Alors, ça paraît loin, mais en fait, c'était comme déjà très tard. Un livre qui s'appelait « La politique de l'oxymore ». Alors, le titre est un peu mauvais, mais peu importe. C'est un livre qui disait « Les sociétés ont une telle inertie qu'elles sont incapables de se réformer quand elles sont confrontées à des dangers aussi graves que celui auquel nous sommes confrontés ». Et ça se vérifie malheureusement. Alors, je ne veux pas être
trop catastrophistes. On va essayer de, à partir de là, voir comment est-ce qu'on peut réfléchir positivement, comment on peut essayer de repenser la question des limites, parce que la cause globale, si j'ai cité le patron de Total, c'est bien pour dire il y a un acteur, pas deux, il y a un acteur qui est responsable. C'est pas l'humanité prise dans sa globalité, c'est même pas l'Occident, les pays occidentaux, c'est le capitalisme. Et je dis ça sans être marxiste, hein, je tiens à le préciser, c'est l'organisation capitaliste qui fait que de grandes entreprises sont à la recherche de profit d'une façon qui est totalement déconnectée du souci du bien commun de l'humanité ou des pays dans lesquels ils étaient inscrits. Hein. C'est un nouveau capitalisme, le capitalisme est une formation complexe, donc un mode d'organisation de la production fondé sur l'investissement, sur la recherche d'investissements profitables, évidemment, et aimanté par la recherche du profit davantage que par la satisfaction de besoins primaires, puisque nous sommes rentrés depuis maintenant en Occident au moins 60 ans, dans des sociétés d'abondance, hein, où on ne meurt plus de faim, où c'est une question de répartition injuste des richesses qui font que certains sont en difficulté, mais globalement les pays ont atteint un stade d'abondance. Et la question c'est, il s'est passé quelque chose qui fait que des sociétés d'abondance ont continué à vouloir croître de façon indéfinie, sans limite. Hein. Ça c'est une question qui est très importante, parce qu'on ne se rend pas bien compte. On a tendance, donc moi je fais de l'histoire de longue durée, comme l'a dit Damien, pour essayer toujours de rappeler que des choses, parfois sont très anciennes, mais d'autres sont très récentes. Et maintenant, on a l'impression que l'économie a toujours dit que la croissance pouvait être indéfinie, hein, sans limite. Or, c'est faux. Donc la science économique, au sens moderne du terme, telle qu'elle se forme en Écosse à la fin du XVIIIe siècle, est le fait de personnes qui sont effrayées du risque d'épuisement des ressources. C'est une question qui se pose dès la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une question. Mais ne consommons pas tout le charbon, nous brûlons trop de charbon. Donc en fait, c'est très lentement, et c'est quelque chose qui est intellectuellement, qui date vraiment de l'après-Deuxième Guerre mondiale, où s'est installée la pensée d'une croissance indéfinie, sans terme, où on pourrait toujours trouver de nouveaux gisements, où il y aurait toujours des nouveautés technologiques qui permettraient de dépasser les obstacles, et où même, ça c'est la nouveauté depuis les années 70, la finance va permettre des miracles. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a vraiment une idéologie économique qui a pris le contrôle des sociétés occidentales. Le communisme, qui ne valait pas beaucoup mieux en matière de protection de l'environnement, évidemment, donc s'est tant effondré, il n'y a plus qu'une seule puissance à l'échelle mondiale qui promeut cette idée d'une croissance indéfinie et sans trop se soucier non plus de l'égalité de la répartition des richesses entre pays riches et pays pauvres. Or, quand on regarde donc la situation, il y a, je ne sais pas si on a parlé la semaine dernière, un modèle extrêmement important, enfin un outil de contrôle extrêmement important mis en place depuis une quinzaine d'années en Suède par un groupe de Stockholm mené par Göran Rockström qui avait identifié 8 limites planétaires. C'était un outil, vous avez sûrement entendu parler de ces limites, les seuils à ne pas dépasser pour maintenir des conditions stables sur Terre. Alors c'était fait un peu à la louche, évidemment, parce qu'on n'a pas d'expérience. Hein, on vit quelque chose en direct sans savoir vraiment quelles en seront les conséquences, mais au moins c'était des mesures de précaution, des seuils à ne pas dépasser. Ça s'aggrave, on a dépassé les limites sur, je crois, 5 des 8 seuils, et si on regarde bien, il y en a un seul pour lequel la situation est satisfaisante. Et c'est très instructif de regarder, c'est la couche d'ozone. Alors vous vous souvenez sûrement, dans les années 80, nous étions tous alarmés par la couche d'ozone. Il y avait un trou dans la couche d'ozone qui s'agrandissait, causé par les gaz présents dans les aérosols. Une convention a été signée en 1987, je crois la première version. Convention ratifiée universellement, je crois que c'est rarissime, c'est une convention des Nations Unies que tous les pays siégeant aux Nations Unies ont signée, et qui est respecté par tout le monde, si bien qu'on ne produit plus de ces gaz, et la couche d'ozone, le trou s'est résorbé, on n'a plus de problème d'ozone. Voilà. Ce qui prouve que l'union pacifique de toutes les nations de la planète peut produire des résultats. La question, évidemment, c'est les gaz responsables de la disparition de l'ozone ne sont pas des produits stratégiques, hein, s'il s'agissait de produits cosmétiques essentiellement. Donc, ce n'est pas du tout la question du pétrole, du charbon, hein, qui sont les aliments, ou du gaz naturel, qui sont les aliments principaux de la dynamique capitaliste. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, la question c'est comment
poser des limites à la dynamique du capitalisme, comment enrayer la recherche du profit, comment enrayer le désir d'un chef d'entreprise plus puissant que tous les présidents auxquels il est confronté. Le président de la France est absolument incapable de donner la moindre instruction, on l'a vu encore récemment, au patron de Total. C'est l'inverse qui se passe. La période dans laquelle nous sommes plongés, si on l'appelle néolibéralisme, comme idéologie dominante, on peut la définir de façon très très simple. Le néolibéralisme, c'est les États sont au service du capital. Voilà, c'est aussi simple que ça, la définition stricte de ce qu'est le néolibéralisme. La question, et ce n'était pas du tout la définition du libéralisme du XIXe siècle, où, au contraire, les capitalistes étaient des entreprises qui étaient toujours inscrites dans une dynamique politique de construction d'espaces politiques souverains, indépendants. Les chemins de fer ont été construits par le privé, mais pour répondre à des besoins stratégiques. Il n'y avait pas du tout de contradiction entre recherche du profit et défense d'un intérêt commun, d'un bien commun. Voilà. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment poser des limites, donc c'est le thème de votre conférence. Je ne fais là que marteler des choses que vous connaissez bien, mais c'est important d'avoir ça en tête. Donc par quel biais peut-on le faire ? Alors le premier point, c'est la question des ressources. Si on y réfléchit bien, c'est le mot même de ressources qu'on doit mettre en cause. Quand on parle de ressources, donc ma spécialité, c'est pas exactement l'histoire économique, Damien, c'est l'histoire de la pensée économique, ou l'histoire du discours, du vocabulaire économique. Et j'essaye de montrer dans mes livres comment certains mots, l'air de rien, transmettent un ensemble de valeurs. Alors typiquement, avec ressources, c'est le cas. Quand on parle d'une ressource, on parle de l'eau comme d'une ressource. C'est bizarre. En fait, c'est très bizarre de parler de l'eau comme une ressource. D'ailleurs, pour plein de raisons. Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est disponible, qui est à disposition, qu'on peut utiliser librement, que le propriétaire d'un certain espace peut utiliser librement. C'est ça, l'idée de ressources. Or, ce sens est extrêmement récent. Il est courant en langue française, depuis les années 1870 environ, pas avant. Le mot ressource, c'est un mot médiéval, comme à peu près tout le vocabulaire français est médiéval d'origine, c'est ce qui est assez logique, parce que la langue française est née au Moyen-Âge. Et le premier mot, ressource, alors d'abord c'est un participe passé du verbe latin resurgere. Ça veut dire, resurgere, c'est se relever. En contexte théologique, c'est le verbe qui veut dire ressusciter. C'est intéressant à noter. Donc c'est ce qui se relève, ce qui remonte. Alors, dans le vocabulaire du parapente qui reprend le vocabulaire de la fauconnerie médiévale, la ressource, c'est l'air qui vous relève, c'est ce qui se relève, c'est ce qui remonte, donc c'est ce qui apporte un secours. C'est le sens le plus ancien, c'est un secours, un appui, puis une capacité physique, alors chez Montaigne, le sens, une capacité physique de fournir un nouvel effort. On est fatigué, mais on a de la ressource, donc on puise dans ses réserves pour donner encore un coup de pédale et arriver jusqu'au col. Ou chez Bossuet, c'est les forces de l'esprit, du caractère, c'est la ressource, on a des ressources d'invention, d'inventivité. C'est ça la ressource, c'est des qualités personnelles. Et ça devient tardivement l'idée de moyens matériels dont on peut disposer dans un certain territoire. Et quand on regarde, je fais une recherche rapide, mais en creusant, je pense que ça serait confirmé, très clairement, l'expression ressources naturelles, en anglais ou en français, apparaît pour la première fois vers la fin du XVIIIe siècle dans un contexte colonial. Ce sont des rapports d'exploration coloniale qui disent il y a dans tel espace des ressources naturelles, c'est-à-dire des moyens dont on pourrait utiliser. Et donc l'idée même de ressources, je veux dire par là qu'on emploie ce mot de ressources à propos des gisements de charbon, de pétrole, de l'eau des glaciers, etc. Tout ce qu'on trouverait comme des ressources naturelles, c'est une idée qui est, excusez-moi, profondément coloniale. C'est-à-dire que d'un rapport colonial à l'espace, c'est une puissance politique qui prend possession d'un espace supposé vierge, où on fait peu de cas des habitants, pour exploiter leurs ressources naturelles. Voilà. C'est ça l'idée de ressources. Donc peut-être ce n'est pas forcément un concept qu'on a envie de garder plus longtemps. Peut-être qu'il est utile de s'en passer et d'arrêter. C'est comme développement. Peut-être qu'on revenir à la fin. Pendant longtemps, on a pensé que dire développement durable, c'était bien. Mais on s'est rendu compte que non, c'était une entourloupe. Que dans développement durable, il y a surtout développement.
Et développement, ça veut dire encore de la croissance économique. Voilà. Donc c'est une question différente de comment égaliser les conditions entre pays pauvres et pays riches. Ça, il y a une problématique particulière, mais qui n'est pas forcément celle du développement, qui supposerait que tous les pays doivent passer par la même voie de croissance économique, etc., avec des étapes successives. Donc de même qu'il faut, si on veut réfléchir à la question des limites, donc il faut s'émanciper des catégories économiques que vous entendez tous les jours à la radio, à la télévision, que vous lisez dans les journaux, arriver à s'extraire, c'est l'effort intellectuel que proposent les chercheurs qui travaillent sur ces questions, c'est d'arriver à s'abstraire de ces notions. Quand je dis idéologie, c'est vraiment le discours habituel, c'est ce qui va de soi dans la société. L'eau est une ressource, mais non, l'eau n'est pas une ressource du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Donc on arrête de parler de ressources, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place, c'est bien la question. Si vous voulez, par exemple, sur la question du pétrole, tant qu'on pense que des réserves pétrolières sous l'Arctique, il y a des gisements potentiels gigantesques sous l'Arctique, est-ce qu'on va les exploiter ou non? Tant qu'on pensera ces poches de fossiles, de liquides fossiles sous l'Arctique comme des ressources, évidemment on sera tenté de les exploiter. Si on dit non, ce n'est pas des ressources, il s'agit d'autre chose. Alors ça, c'est un travail collectif que je vous propose, parce que je n'ai pas trouvé le bon mot pour désigner quelque chose qui serait pas à nous, qui serait très précieux, dont on n'a pas le contraire de ressources, c'est une chose dont on n'a pas la disposition, qui ne se renouvelle pas si facilement et qui est très précieux. Comment on appelle ça? Pardon? Peut-être des réserves? Mais non, parce que des réserves, ça veut dire qu'on les garde en réserve pour pouvoir les utiliser après. Non, mais c'est très... Vraiment, quand on cherche, c'est très... si on dit un trésor, mais le trésor, même chose, si on a assez accumulé, ça peut être... voilà. Donc c'est très compliqué de trouver un mot qui soit... Voilà. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il faut inventer un nouveau mot pour dire comment traiter ces morceaux de la biosphère dont on ne veut pas faire usage. Comment ? Non, mais c'est plus précis que ça, parce que voilà. Oui, bien sûr, ouais. C'est ça. C'est ça, c'est des morceaux de notre habitat qui ne sont pas à notre disposition, qui font partie des conditions, qui font partie du tissu dans lequel nous sommes inscrits. On n'est pas en surplomb, enfin, c'est arriver à penser, ce n'est pas des choses qui sont à notre disposition, c'est nous sommes plongés dans quelque chose de commun, dans lequel il y a beaucoup de choses, mais qui ne sont pas, voilà, dont on doit se servir avec parcimonie, en faisant un peu attention. Voilà. Bon, juste voilà, pour donner quelques grandes notions. Et donc voilà, je voudrais à partir de là réfléchir aux façons dont on a historiquement pu penser la limite dans la pensée économique. Parce que donc précisément, si j'ai une compétence pour être ici, c'est que la pensée économique médiévale, au XIIIe, XIVe siècle, on a des textes écrits en latin par des gens qui sont souvent des religieux, qui enseignent à l'université de Paris ou dans des écoles, des ordres mendiants chez les dominicains, les franciscains. On a toute une série d'institutions d'enseignement de la théologie et qui produisent un discours sur ce que nous appelons aujourd'hui économie. À l'époque, on ne dit pas économie pour nommer cela. Et ce qui déclenche la réflexion, c'est notamment la lecture d'Aristote, qui est l'éthique à Nicomaque d'Aristote, et traduit intégralement en latin au milieu du XIIIe siècle. C'est le fait d'avoir ce texte, ça fournit une base de discussion pour dire, et il y a une question centrale, qui est centrale dans la société du XIIIe siècle, parce que c'est une société avec une croissance urbaine, marchande, rapide, c'est des villes qui s'enrichissent, il y a des questions de justice sociale qui se posent, et on a là un instrument pour penser la justice dans les échanges. Et donc tous les concepts, la plupart des concepts économiques modernes dérivent d'une réflexion qui se développe à partir d'Aristote sur la justice dans les échanges. Donc ce qui est très intéressant à observer pour nous, c'est que la pensée économique, ça devrait être d'abord une pensée de la justice. Et donc vous voyez bien où on peut en venir, c'est quelle est la répartition juste de ces biens qu'il faut préserver et ne pas surexploiter. C'est ça la vraie question. C'est pas, il y a la vie réelle des gens qui aiment leur bagnole, comme le président français. Voilà, c'est beaucoup plus subtil. Donc penser cette justice-là, c'était penser en termes de mesures. Alors, je vous donne l'exemple principal, c'est la notion de juste prix. C'est une pensée qui se ferait sur les échanges, parce que Aristote parle de l'échange dans ce cadre-là.
il n'est jamais question, ou très peu question, de la justice dans la répartition des richesses. C'est vraiment la justice dans les échanges, donc dans le contrat d'achat-vente, dans les contrats de prêt, etc. Et dans ce cadre-là, quelle est la notion cruciale? C'est celle de juste prix. Or, le juste prix, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Damien a cité mon auteur préféré, qui est donc ce franciscain de Languedoc, Pierre de Jean Olivier, auteur génial, totalement oublié parce qu'il a été condamné comme hérétique après sa mort, pour d'autres raisons, a donné un cours à Narbonne en 1293, qui est, le résultat du cours est littéralement le premier traité d'économie, mais qui est un traité d'économie morale, et dans lequel il dit de façon très belle, le juste prix, c'est fluctue dans une marge, une latitudo, il y a une marge de fluctuation, c'est pas un point fixe, ça dépend des circonstances, à tel moment, telle chose vaut tant, selon, voilà. Il y a plein de raisons qui font que le prix peut fluctuer, et tant qu'on reste au sein des marges du juste prix, il n'y a pas de péché. Ou si un péché, c'est un péché véniel, un péché limité, c'est pas très grave, parce que on ne sait pas avec certitude combien vaut une telle chose, etc. Et un de ces arguments est de dire les êtres humains ont un sens moral qui font qu'ils ne veulent pas que l'injustice prévale sur la justice. Ils ne veulent pas que dans une certaine situation, on soit... Ça, c'est une pensée vraiment aristotélicienne. Pour Aristote, la vertu est un milieu entre des extrêmes. Et c'est le milieu entre le trop et le trop peu. Et donc on ne veut pas que le prix... Donc même le vendeur ne veut pas vendre son bien trop cher à un prix qui serait même à ses yeux injuste. Le vendeur a un sens moral, l'acheteur a un sens moral, et personne ne veut dépasser ce qu'il sait être les limites de la justice. Voilà. Donc il y a cette idée qui est très forte et très belle, et alors qui a totalement disparu de la pensée économique depuis le XVIIIe siècle, que les individus agissent en fonction de leur sens moral qui fait qu'ils ne veulent pas maximiser leur profit. Alors qu'à l'inverse, la pensée économique contemporaine vous explique que les individus veulent naturellement, on se demande d'où vient cette nature qu'elle pense la pensée économique, ils veulent naturellement maximiser leur utilité, maximiser leur profit. Non, la pensée médiévale vous dit... le sens moral de tout être humain a, alors c'est très beau parce que Olivier dit, en gros, il y a des qualités, il y a un sens moral et il y a un sens aussi de la compassion envers les faibles. On ne veut pas abuser, un être humain normalement constitué ne veut pas abuser de la faiblesse d'autrui. Voilà. Donc ce sont des vertus morales qui déterminent le comportement des agents et pas seulement la recherche du profit. Donc on a pu poser cette question, poser la question dans ces termes. Les agents eux-mêmes seraient capables de s'auto-limiter. Alors, je ne sais pas si j'ai... Je regarde le temps. Non, j'ai déjà pris beaucoup de temps, donc je vais sauter l'étape de l'usage pauvre, mais quand même, c'est intéressant. Sur le même modèle du juste prix, Olivier, en tant que franciscain, parle pour les franciscains de l'usage pauvre, c'est-à-dire du fait de faire un usage limité des biens. Les franciscains, François d'Assise a renoncé à toute propriété, à tout bien. Il est parti là, il a rendu tous les biens de son père. Il s'est mis nu dans le palais de l'évêque d'Assise, en renonçant à l'héritage, en renonçant à tous ses biens, et en partant avec ses compagnons, 2 par 2, mendier sur les chemins et chanter la gloire de Dieu en français, parce qu'il aimait la langue française, pour des raisons un peu mystérieuses. Vous le saurez en lisant mon petit livre. Pardon. Voilà. Mais la question c'est, il renonce à toute propriété, et après le débat s'instaure pour savoir est-ce que la pauvreté franciscaine c'est seulement le fait de ne pas avoir de propriété. Ils ne sont pas propriétaires des maisons qu'ils habitent. À un moment, on trouve la solution, c'est le pape se déclare propriétaire des biens dont les frères mineurs ont l'usage. Est-ce que ça suffit? Et Olivier, dans des textes très beaux, dit non, les frères, dans le vœu de pauvreté, il n'y a pas seulement le renoncement au droit de propriété, ce n'est pas une question juridique, c'est le vœu de faire un usage pauvre des biens dont on a l'usage. Et qu'est-ce que c'est que l'usage pauvre? C'est un usage qui est plus pauvre que riche. C'est comme pour le juste prix, qui est dans les limites de la pauvreté, sans excès. Il ne s'agit pas de mourir de faim en ne touchant absolument à rien. Il faut manger de quoi, ce qui est nécessaire. Il faut aussi s'adapter aux circonstances. Quand un franciscain est invité chez un noble, il a le droit de manger un peu de tout, mais pas beaucoup. Mais c'est lui qui est le juge. Et c'est ça, en fait, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, la raison principale de ces condamnations, c'est qu'il dit, de façon très forte, les frères mineurs ont fait un vœu à Jésus, ils se sont engagés face à Jésus-Christ pour vivre une vie évangélique sur terre, une vie de pauvreté, et seuls eux-mêmes savent le contenu de leurs vœux.
ils savent à quoi ils se sont engagés. Ce n'est pas une série d'obligations ponctuelles, tu mangeras du poisson le vendredi, etc. C'est un engagement personnel dont à chaque moment on est responsable et on sait on a le sens intime de ce qui est juste ou injuste, de ce qu'il faut faire ou pas faire. Et donc l'usage pauvre est quelque chose qui dépend des circonstances, qui dépend des individus. Il n'y a pas une seule mesure pour tout le monde, mais elle convient à chacun. Voilà. Donc c'est une idée qui est assez forte et qui a été très controversée et une des raisons pour lesquelles il a été condamné, parce que ça veut dire qu'on est dans une institution religieuse comptant des milliers de personnes dont chaque membre serait juge de la mesure exacte de ce qu'il peut faire ou pas faire. C'est difficilement gérable. Du moins, ça ne collait pas vraiment. Mais c'est intéressant comme élément de réflexion pour se dire, voilà, il y avait des pensées fortes capables de dire les individus sont capables de s'autodéterminer et de se fixer des limites. Alors, à l'arrière-plan de cela, il faut toujours se souvenir qu'il y a la peur de l'enfer. Ce qui fait fonctionner cette pensée morale chrétienne médiévale, ou protestante moderne, il n'y a pas beaucoup de variations. Enfin, à mes yeux, dans la perspective de longue durée, je pense une histoire de l'Occident dans laquelle le XVIe siècle n'est pas une rupture. C'est une étape dans un processus de longue durée, mais je ne vois pas du tout de rupture nette, et je vois le protestantisme comme vraiment une continuation de certaines tendances, et notamment un lien direct entre certaines positions des franciscains les plus radicaux et des premiers protestants. Il y a dans certains cas des franciscains qui se convertissent immédiatement, qui viennent à Genève, donc c'est même documenté. Donc cette pensée est une pensée fondée sur la peur de l'enfer. Question, ce sera mon second temps, mais je vais peut-être accélérer un peu le rythme pour ne pas vous lasser. Peut-on imaginer une régulation par l'amour ? C'est le contraire de la peur, donc ce serait bien. Je me suis posé la question et j'ai regardé le dessin, enfin l'image qui est sur ce programme, et ce programme fait vraiment penser à un livre sur les extraterrestres, le graphisme, le fond d'étoiles, etc., les couleurs. Là, c'est assez frappant, vous verrez, si vous allez dans une librairie ésotérique, vous verrez le rayon extraterrestre, c'est ces couleurs-là. Et de fait, je pense que la faculté de théologie de Genève est sans doute le seul lieu au monde où on peut parler de façon assez libre et sereine de l'hypothèse de vie extraterrestre, de penser que nous ne sommes pas seuls au monde, que même théologiquement, ce n'est pas forcément un problème de penser qu'il y a plusieurs mondes en parallèle, que Dieu n'a pas créé que la seule Terre. Ce serait un péché d'orgueil gigantesque de penser que Dieu a créé seulement la Terre et seulement les humains. Maintenant qu'on connaît l'étendue, le nombre de galaxies, le nombre d'étoiles, le nombre d'exoplanètes qu'on découvre chaque jour, c'est tout à fait stupéfiant. Donc là, il y a un vrai tournant qui se produit en ce moment même de ce point de vue-là. Il y a une dizaine d'années, un historien indien avait écrit un livre très important intitulé « Provincialiser l'Europe », c'est-à-dire arrêter de raconter toujours l'histoire du monde du point de vue européen, mais de prendre le point de vue indien. Opération intellectuelle très intéressante. Donc je vous propose comme exercice, comme effort intellectuel, une expérience de pensée, c'est-à-dire de provincialiser la Terre, de considérer que dans le cosmos, il n'y a pas juste nous sur Terre, mais il y a beaucoup d'autres civilisations sur beaucoup de planètes différentes. Statistiquement, c'est hautement probable. J'en dis pas plus. Mais après, il se trouve aussi que c'est un secteur entier de la culture contemporaine qui est assez scandaleusement ignoré généralement. C'est quand même un des moteurs principaux de la fiction contemporaine, en film ou en roman. C'est énorme comme gisement d'invention. Il y a des récits qui sont faits, des gens qui prétendent savoir des choses, qui prétendent soit avoir été enlevés, avoir eu des contacts, avoir entendu des histoires. Donc on a et même un groupe d'extraterrestres prétend même avoir envoyé des lettres aux humains. Il y a un très beau dossier de documents. En tant qu'historien des religions, il me semble difficile d'ignorer cela. C'est-à-dire qu'on a une masse de mythologies, de croyances qui forment en fait presque même une théologie. Une théologie née de la société industrielle qui imagine non pas un cosmos rempli de créatures célestes, mais rempli d'individus dans des machines. Voilà. Voilà, on peut le concevoir comme ça. Donc, à titre en tant qu'historien, disons, de la culture du XXe siècle, c'est un domaine important. En tant qu'historien des religions, c'est une question importante. Mais spéculativement, en tant que philosophe, ça m'intéresse. Enfin, je ne suis pas philosophe, mais si je réfléchis spéculativement, ça me semble très intéressant de réfléchir à l'existence d'autres civilisations et du rapport qu'elles entretiennent avec nous. Et dernier point, d'un point de vue éthique, je dirais qu'au fond, on n'a aucune certitude.
et que c'est peut-être mieux d'être prudent par rapport à ça, plutôt que de ricaner trop vite. Hein. Wittgenstein incitait à ne pas se moquer trop rapidement des croyances des autres, parce que les nôtres ne valent peut-être pas beaucoup mieux. Donc, de rester prudent, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc je n'affirme absolument rien, vraiment j'ai aucune connaissance directe, hein, je n'ai rien vu ni rien entendu, mais le dossier me semble suffisamment riche pour qu'on y réfléchisse. Et si on prend ces mythologies, il y a un thème vraiment récurrent, très bien, enfin qui est répété par toutes les sources. En tout cas, je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste, si on prend ça comme une mythologie, hein, globalement, un élément central, c'est le fait que des objets volants non identifiés apparaissent principalement autour de bases militaires et de centrales nucléaires. Ça, c'est absolument assez avéré, il n'y a pas de discussion. Ils ne les détruisent pas, ils ne provoquent pas d'explosion nucléaire, ils ne prennent pas le contrôle, contrairement à certains films, ils ne prennent pas le contrôle militaire de la planète. Peut-être la contrôlent-ils d'autres façons, mais en tout cas pas d'un point de vue militaire ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire ? Spéculativement, si on réfléchit à cet élément, cela veut dire que ces êtres qui sont dans ces engins, si ça existe, sont là peut-être plus pour protéger que pour détruire. Et ça change beaucoup de choses. Au lieu du méchant, ça n'empêche pas qu'il y a peut-être d'autres civilisations méchantes. Hein. Dans la mythologie globale, telle que je suis loin d'en avoir fait le tour, mais ce qui se raconte, c'est qu'il y aurait des méchants, il y a des civilisations hostiles et d'autres bienveillantes, et un conflit entre les deux. Alors voilà, on est en pleine théologie, hein, la lutte entre le bien et le mal, qui est reproduite, c'est pas les anges et les démons, c'est deux types, une fédération galactique positive et les méchants à côté. Et la fédération galactique, parce que c'est le nom qu'on lui donne, nous protégerait. Et pourquoi le fait-elle ? Et c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est le point où je voulais en arriver, c'est qu'elle le fait parce qu'elle nous aime. Parce que, alors ça c'est une histoire en particulier qui me touche beaucoup, qu'on raconte à propos de la constellation d'Orion. Il y aurait des civilisations dont la planète aurait été détruite. Non mais, encore une fois, je vous dis, on prend ça comme des mythologies, mais c'est intéressant de réfléchir de ce point de vue-là. Imaginez des civilisations dont la planète a été détruite à cause de guerres thermonucléaires avec des puissances bien supérieures à ce que nous sommes capables de faire. Donc, ils n'ont pas vraiment peur qu'on se détruise de ce point de vue-là. Mais qui se sont pris d'affection pour la Terre et qui veulent la protéger parce qu'au regard de tout ce qu'ils connaissent dans l'immensité du cosmos, la Terre a pour particularité d'être extrêmement variée dans ses paysages, variée dans les populations végétales et animales, et variée aussi dans les êtres intelligents qui la peuplent. Et ils sont, ça revient régulièrement, une fascination pour la très très grande diversité des spécimens humains qu'on peut voir sur Terre, alors que généralement ces planètes sont unifiées. Et, alors je dis, en prenant ça comme une mythologie, c'est une mythologie qui est très belle parce qu'elle nous amène à penser globalement, à prendre un recul par rapport à notre planète et se dire que peut-être qu'elle mérite vraiment d'être protégée, d'être défendue parce que elle est belle, elle est variée, et sa variété est une richesse unique à l'échelle de... Alors, peut-être est-elle vraiment unique, ou en tout cas rare à l'échelle de l'univers. Là, on sort du péché d'orgueil, c'est plutôt un acte d'humilité, de se dire, d'autres planètes, d'autres exoplanètes voudraient préserver la Terre au titre d'un spécimen qui mérite un peu d'affection, et les humains comme des petits animaux absurdes qui font beaucoup de bêtises et qu'on essaye d'empêcher de s'autodétruire. Voilà. Donc là, il pourrait y avoir une pensée, hein, si on prend au sérieux cette théologie ufologue, je ne sais pas comment on pourrait la dire, cette exothéologie en quelque sorte, on aurait là des ressources pour aimer la planète et des leçons de se dire au fond, le bon horizon qu'on doit se donner, c'est pas juste sauver... empêcher le réchauffement climatique, sauver telle ou telle espèce à tel endroit, c'est inventer une nouvelle façon d'être sur Terre qui produise à la fois les qualités qu'attendent de nous nos amis de l'au-delà, de l'au-delà spatial, qui seraient la paix, l'union, la concorde, la responsabilité. Voilà. C'est un peu une petite fable, mais ça peut peut-être aider à réfléchir. Alors après, évidemment, politiquement, c'est pas, je pense pas que ce soit un programme qu'on va mettre en œuvre rapidement. Mais juste de penser à cette hypothèse, hein, j'insiste, hein, c'est une expérience de pensée qui nous fait nous voir depuis l'extérieur, qui nous fait observer le comportement humain depuis l'extérieur. Mais il y a quand même des choses tellement absurdes, et on se bat pour ça, alors que les enjeux sont autres.
et que effectivement les vraies grandes questions sont, mais la paix, je pense, nous vivons une période de guerre, nous sommes face à un risque de prolifération des conflits à partir de la guerre en Ukraine, enfin on l'a vu en Azerbaïdjan, en Arménie. La paix est un bien tellement précieux qu'on oublie. Et donc visiblement, ces extraterrestres, la mythologie dit que leur souci premier, c'est d'empêcher les explosions nucléaires. Et certains se vantent même d'avoir empêché des explosions à la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. C'est vrai que c'est assez miraculeux qu'elle n'ait pas sauté. Une centrale nucléaire piégée par les Russes au milieu d'un conflit. Voilà, donc je m'arrête là sur ces leçons qu'on pourrait tirer d'amour, que l'amour venu de l'espace nous aiderait à prendre conscience des limites que nous devons poser à nos actions. C'est peut-être beaucoup, mais, je tenais à le dire à Genève, il est sans doute plus réaliste de parier sur des solutions politiques et par une régulation par le droit. Et là, c'est un sujet qui... je suis médiéviste, donc je ne suis pas juriste, mais ça m'étonne quand même beaucoup qu'on ne parle pas suffisamment de cette question qui est la seule piste sérieuse, qui est dans la situation que nous connaissons, la seule solution sera le rationnement. C'est-à-dire que la crise, le désastre dans lequel nous sommes engagés, doit nous amener à remettre en cause le postulat central de la théologie économique, de cette pensée économique dogmatique, qui est fondée sur l'idée de la liberté individuelle absolue. La pensée économique contemporaine, que nous connaissons depuis une soixantaine d'années, est dominée par ce courant néolibéral qui postule un certain nombre de principes qui sont pris comme des dogmes. Et le premier dogme, c'est les individus sont libres, sont absolument libres, et font des choix rationnels pour maximiser leur utilité. C'est la base d'un raisonnement économique. Si on ne prend pas cet axiome, on ne fait plus de l'économie. Alors, pourquoi faire de l'économie si c'est tellement absurde? Le problème, c'est que ce sont les économistes qui ont le contrôle. C'est eux qui sont les plus puissants à tous les échelons des hiérarchies. Donc, cet axiome-là, on voit bien qu'il est ridicule, il est intenable. Dans des situations telles que nous connaissons maintenant, les seules solutions seront de rationner, de partager équitablement. Et le seul partage équitable ne pourra pas se faire par les prix. Si on dit c'est le marché, c'est par les prix, c'est les plus riches qui vont s'en sortir et les plus pauvres vont crever. Est-ce que c'est juste? Non. Personne ne peut soutenir qu'une régulation par les prix dans une situation de raréfaction des biens de première nécessité pourrait être juste. La seule solution, sur la question de l'eau par exemple, c'est évident que la seule solution est le rationnement. C'est déjà mis en œuvre. Alors, c'est mal mis en œuvre. On voit bien les tensions que ça cause là, en France actuellement. Les conflits les plus violents qu'on a eus ces derniers temps dans le domaine écologique sont sur l'appropriation indue de l'eau par des gros agriculteurs au détriment du reste de la population. Et des golfs. Pourquoi les golfs auraient le droit d'arroser leur terrain alors que les piscines municipales doivent fermer? Voilà. Donc c'est vraiment la question du rationnement et d'un rationnement équitable doit être posée. Et c'est la question, à mon avis, politique primordiale si on veut penser la situation aujourd'hui. Et donc voilà, je ne vais pas faire un programme complet mais ça serait une chose qui était très choquante, c'était la distribution de droits à polluer. Je ne sais pas si vous avez entendu cette notion de droit à polluer. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, il faut interdire la pollution, il faut limiter la pollution et instaurer des droits à consommer, c'est ça. Donc, certaines ressources qui sont riches en carbone devraient être rationnées, on devrait, je ne sais pas quel système adopter, mais avoir chaque individu a droit à un voyage en avion tous les 3 ans, tout ça. Là, on serait sur des principes un peu plus justes, un peu plus raisonnables. Évidemment, ça va contrarier les tendances habituelles, mais on ne pourra pas faire face aux nouvelles conditions. Ce sera impossible. En maintenant les niveaux de vie actuels, les niveaux de consommation, les niveaux délirants d'amour pour les objets matériels, d'idolâtrie des innovations technologiques. Je ne vous parle pas du magazine Stuff, dont j'ai découvert l'existence hier. Il existe un magazine nommé Stuff, S-T-U-2-F, ce qui veut dire les choses, les objets, les bricoles, les bidules, voilà. Intégralement dédié à l'amour de tous les bidules technologiques. Voilà, ces choses-là existent et on est vraiment dans de l'idolâtrie du nouveau modèle de téléphone portable pliable avec 14 caméras intégrées, etc. Donc ça devient vraiment délirant. Donc c'est sûr, il faudra
le capitalisme a besoin de renouveler constamment ses produits de plus en plus rapidement. On ne pourra pas enrayer cette machinerie sans poser des limites au capitalisme, sans poser des limites à la consommation, et sans en venir à des formes de rationnement. Donc, c'est peut-être pas très joyeux, mais on peut se serrer les coudes pour s'en sortir, comme nous y invitent nos amis d'Orion. Voilà. Merci. Comme à l'accoutumée, nous avons 10 minutes de pause, puis, dans un premier temps, Damien Delorme et Sylvain Piron vont dialoguer à partir de ce qui a été dit, et au bout d'une vingtaine de minutes, ce sera à vous, le dialogue sera, la discussion sera générale. Et pour l'instant, 10 minutes de pause. Oui, je ne vais pas faire d'exposé. Je voulais simplement repartir de ce que tu as évoqué, qui est la dialectique entre la rareté et l'abondance, qui pose aujourd'hui la question des limites d'une façon un peu différente de la façon dont on la posait notamment au XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Parce qu'aujourd'hui, la question, enfin moi quand j'étais plus jeune, je pense que aussi vous avez croisé cette réflexion, on nous expliquait que ce qui allait précipiter potentiellement la disparition ou les crises, moi je maintiens le concept de crise, mais c'est pas grave, une crise peut être catastrophique. Mais en tout cas, on nous expliquait que ce qui allait précipiter l'effondrement, délitement, c'était le manque de ressources, précisément. Par exemple, la question du pic pétrolier, c'est qu'on allait manquer de pétrole. Or, en fait, le problème est plus préoccupant que ça. Puis il semble que la question, c'est pas comment on va trouver du pétrole qui nous manque, mais au contraire, comment on va faire pour maintenir une grande partie du pétrole dont on connaît aujourd'hui l'existence sous terre. Donc, il y a des études qui ont été faites par une association qui s'appelle Global Carbon Project, une association qui essaye d'évaluer l'impact du carbone et qui dit, voilà, si on veut rester à 2 degrés à l'horizon 100, en gros, on a 1000 gigatonnes d'équivalent CO2 qu'on peut encore relâcher dans l'atmosphère. Si on veut rester à 1,5 degré, on en a environ 400 gigatonnes. Or, les ressources, les réserves connues de carbone sous terre sont supérieures à 3000 gigatonnes. Donc, comment on fait pour laisser 60-80% des ressources sous terre? Donc je pense que du coup, ça pose la question intéressante de comment on pose la question des ressources, non plus comme quelque chose qui est nécessaire pour l'existence, mais quelque chose qui, parce qu'elle est trop abondante, menace cette existence. Donc c'était ma première question. Est-ce que tu as dit qu'il faudrait trouver un autre concept? Est-ce qu'une autre stratégie ne serait pas de revenir au sens que tu as évoqué de la Renaissance, peut-être, qui est un ressort d'énergie, justement, une sorte de supplément, alors matériel ou peut-être aussi spirituel, une ressource, ainsi pensée de façon non extractiviste, et qui permettrait justement de retrouver le sens de cette rareté, le sens de cette subsistance, et de ne pas être illusionné par ou de ne pas être, disons, piégé par cette abondance. Oui, non, mais je pensais exactement aux mêmes questions, et donc je n'ai pas eu le temps de tout développer, mais l'idée du rationnement, c'est ça. On se rationne. On doit s'interdire de consommer certaines choses. On pourrait. Voilà, on revient dans le jardin d'Éden. Il y a certains arbres dont on ne mangera plus les fruits, pour prendre une métaphore. Voilà. Ça, c'est se fixer des interdits. C'est presque... Alors, vraiment, je n'ai pas le concept. J'essaie de réfléchir depuis quelques jours à quel est le bon terme, mais je ne vois pas quel est un terme assez riche pour dire tout ça. C'est peut-être que la notion, alors ça c'est compliqué parce que ça évoque encore plein d'autres choses, finalement la plus proche, ce serait celle de tabou. Tu sais, s'il y a des biens tabous, c'est des choses qu'on ne touche pas, qu'on ne doit pas... C'est peut-être ça, c'est de dire qu'il doit y avoir... certains gisements doivent rester tabous. Mais la question, parce que j'insiste, moi c'est un point aussi qu'on
on a tendance à trop se focaliser sur la question écologique au détriment de la question pacifique, mais je pense que les deux sont vraiment liés et on ne doit jamais oublier la question de la guerre et de la paix, qui est aussi cruciale. Pour moi, je ne vais pas dire hiérarchie entre les deux. Et c'est la même question que celle de l'Antarctique, de définir que l'Antarctique serait une zone démilitarisée. Voilà, ça y est, ils vont le faire, quoi. Les Russes, les Chinois, progressivement. Hein, comment est-ce qu'on fait pour maintenir des zones de paix, des zones, des espaces intacts, indemnes, tabous, en quelque sorte, qui échapperaient. Est-ce que c'est possible ? Voilà, mais ça suppose vraiment une réorganisation planétaire. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de, pour aller très vite, il n'y a pas de solution envisageable, même d'action sérieuse envisageable au problème s'il n'y a pas une coopération mondiale, au moins des grandes puissances. Or, l'ONU est mort. Je suis désolé de vous l'annoncer ici, mais c'est dommage. C'est dommage, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a plus aucun sens. Quand on laisse la Russie siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies, ça n'a absolument plus aucun sens. Donc il faut repenser ou réformer très profondément cette institution qui est vitale pour envisager ce genre de coopération qui permettrait de dire collectivement, là, il y a des choses qui sont tabous, qu'on ne touche pas, qui sont sacrées au fond. Voilà, je pensais à ça parce que tu évoques un concept qui vient de l'anthropologie, et donc je me demandais est-ce que précisément dans l'apport de l'anthropologie depuis disons au moins 50 ans, quand elle réfléchit sur les différentes façons dont les collectifs humains se rapportent à leur milieu de vie, il n'y a pas des ressources, justement, il n'y a pas des énergies pour penser le rapport au milieu de vie du point de vue de la subsistance, du point de vue aussi d'un soin qui est apporté à ces conditions qui nous permettent d'exister, et qui passe par justement un certain rapport au sacré. Bien sûr. Je dirais, tu le sais mieux que moi, donc je n'ose pas développer sur ce point, mais tu pourrais développer plus, mais absolument. La dimension spirituelle est indispensable. Il y a une dimension de coordination politique, mais qui ne peut avoir de sens que s'il y a cette dimension spirituelle. Et quand je faisais appel... donc je dois expliquer un peu c'est pas une blague, mais c'est la fable ufologique, c'était une métaphore aussi pour penser qu'il y a peut-être des êtres bienveillants au-dessus de nous qui nous demandent de faire certaines choses. Et que tout ce que je vous ai dit en parlant d'extraterrestres peut s'appliquer aux anges et à d'autres créatures. Et qu'effectivement, c'est penser qu'on n'est pas seul, on n'est vraiment pas seul sur Terre. On ne sait pas comment. C'est ça aussi la chose pour moi. Alors c'est peut-être le côté fréquentation des franciscains qui incite beaucoup à l'humilité. En fait, on n'en sait rien. On connaît tellement mal cette planète, on comprend tellement mal comment les choses fonctionnent. Le spectre de la perception humaine est tellement limité. On fait comme si n'existait que ce que nous pouvons voir et toucher, alors qu'on sait très bien qu'il y a des réalités que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas. Nous le savons. Ça se mesure. On a des moyens d'objectiver certaines choses qui nous échappent. Il y a encore certainement d'autres choses qui nous échappent et que nous ne pouvons pas objectiver. Et que d'autres civilisations, plus évoluées que l'Occident, ont des moyens de connaître, savent connaître les produits, les substances qui aident à parler aux esprits des plantes. L'ayahuasca en Amérique latine, par exemple, il y a des moments, des circonstances dans lesquelles on comprend, oui, les plantes sont des intelligences animées qui ont des messages à nous donner. Ça paraît choquant, ça paraît au-delà de la rationalité occidentale, mais encore une fois, il faut toujours se poser cette question, c'est-à-dire sur quoi repose la supériorité de la rationalité occidentale, si ce n'est sur la supériorité de ces armes de destruction, au fond. C'est par la guerre que l'Occident a pris le contrôle du reste du monde. Est-ce que c'est un argument très rationnel ? Je ne suis pas sûr. Donc, toujours penser qu'il y a des limites, penser aux limites de la connaissance humaine, de la connaissance qui se prétend rationnelle, qui est souvent une rationalité très étriquée, très limitée, qui est trop sûre d'elle, alors que si on relit bien Kant, si on relit bien les philosophes critiques, on comprend bien qu'ils essaient de poser des limites au savoir rationnel sans prétendre. Kant ne prétend pas du tout poser de jugement sur ce qui le dépasse. Et il le dit clairement. Il y a beaucoup de réalités qui échappent à notre intellect, à notre raison. Et donc, philosophiquement, rationnellement, nous pouvons dire la même chose et nous pouvons admettre qu'il y a d'autres moyens de connaissance
pour atteindre des réalités qui nous échappent. Et à ce titre-là, on a besoin de ces savoirs d'autres civilisations plus évoluées, moins armées, mais plus évoluées. Et peut-être aussi plus évoluées car moins armées. Je suis désolé, mais le lien entre la guerre et l'écologie est fondamental à faire, je crois. Oui, ça me renvoie à cette idée d'un horizon de pacification, qui est souvent un horizon qui est porté par les religions, par les spiritualités. Et quelles seraient les ressources de pacification que tu entrevois, en plus de cet effort de décoloniser nos imaginaires, de décoloniser nos certitudes épistémiques, d'ouvrir le spectre de nos expériences à peut-être d'autres possibilités. Est-ce que tu vois d'autres ressources de pacification qui pourraient à la fois tranquilliser le rapport qu'on pourrait avoir à d'autres peuples, aux ressources, et puis créer des conditions pour éventuellement gérer aussi comment tu disais, une association, non c'était quoi l'internationale, l'association galactique, Fédération galactique. Voilà, l'anti-fédération galactique, enfin la force obscure. Voilà. Alors ma réponse sera très décevante parce que je n'ai pas de recette, mais la seule réponse sérieuse qu'on peut faire à cette question, c'est la paix, c'est d'abord une paix intérieure, individuelle. C'est inviter chacun à trouver la paix. Si chacun est apaisé dans son désir de possession et de domination, peut-être que collectivement, ça peut commencer à produire des effets, mais c'est infime et c'est pas du tout une solution à l'échelle planétaire, dans un moment où on a une puissance impériale, offensive, qui cherche à anéantir un peuple voisin. Enfin, je ne suis pas contre la guerre. Il faut défendre l'Ukraine, il faut soutenir l'Ukraine, il faut des armes pour l'Ukraine. Malheureusement, si on veut la paix, on doit préparer la guerre, a dit le sage. Voilà. Pardon. Voilà. Mais la paix, c'est un concept très, 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 très compliqué, qui a beaucoup de sens différents. La paix romaine, en particulier, tu vois, nous on pense Pax Romana, la paix romaine, c'est la paix du vainqueur. Bon, c'est pas pareil que la paix intérieure. C'est pas pareil. Voilà. Chaque culture a ses façons, son vocabulaire pour parler de la paix. Je pense qu'on parle pas du tout de la même façon de la paix au Japon, en Amazonie. Voilà. Donc là, il y aurait un gros chantier aussi pour mieux comprendre, mais je crois qu'il y a le lien absolument crucial à faire entre un apaisement intérieur, spirituel, et un apaisement social, pour arriver à une paix politique éventuelle un jour. Ok. J'ai été très intéressé quand tu as parlé de l'excommunication de Olivier, de Pierre, de Jean, Olivier. Voilà. La raison que tu as donnée, c'est qu'en fait, il avait ce que j'ai compris comme une forme de conception anarcho-spirituelle de la limite. Ça veut dire, c'est l'individu qui, dans son expérience, fixe la limite, et du coup peut se passer d'une institution, d'une règle hétéronome. Moi, j'ai tendance à trouver ça très, 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 comment on dit, séduisant, intéressant. Comment on articule ça avec l'idée que tout le monde n'est pas forcément un spirituel, un anarcho-spirituel. Tout le monde n'a pas forcément la conscience des limites. Et comment, du coup, on articule ce sens, cette conscience-là, avec le rationnement. Eh ben, le rationnement, c'est quand comme on ne peut pas compter sur... voilà. Tu as très très bien défini, c'est anarcho-spirituel, c'est ça. Je l'ai écrit dans un texte encore inédit, donc oui, c'est exactement la bonne chose. C'est François d'Assise ne voulait pas fonder une institution, il a donné un exemple de vie, un mode de vie, et c'est la papauté a voulu donner à le mouvement qu'il avait inspiré la forme d'un ordre religieux. Je rappelle juste un tout petit peu d'histoire médiévale quand même, parce que il faut en faire un petit peu quand même. En 1215, le concile de Latran IV, donc le grand concile œcuménique de Latran IV, prend plein de décisions, et notamment interdit la formation d'ordres religieux qui se donneraient de nouvelles règles. François d'Assise
à cette époque-là, n'a pas de règles. Le mouvement des frères mineurs n'a pas la fraternité. Alors, fraternité, on exagère parfois un petit peu le mot. Bon, il l'emploie parfois, mais il n'y a pas de mot. C'est la religio, c'est le mode de vie des franciscains, des frères qui se réclament de François d'Assise. Et François part en Égypte pour essayer de faire... pour voir ce qui se passe en Égypte, pour parler aux musulmans. Il parle au sultan, il revient. C'est très mystérieux cet épisode, mais c'est très profond dans son expérience. C'est presque même la plus bouleversante expérience de François, dans ce qui fait que François d'Assise devient ami de toutes les créatures, donc le fameux cantique de Frère Soleil, mais c'est facile d'aimer les oiseaux. C'est facile pour un chrétien de reconnaître l'Esprit Saint dans un oiseau. C'est donc facile de parler aux oiseaux. Pour un saint, c'est facile de créer des miracles avec des oiseaux. C'est beaucoup plus compliqué d'aimer les crapauds, d'écarter les fourmis du chemin pour ne pas les écraser, de demander qu'on nourrisse les oiseaux le jour de Noël avant les pauvres. Il aimait beaucoup les alouettes. Il voulait qu'on nourrisse d'abord les alouettes à Noël. Voilà. Des choses qui changent un petit peu. Voilà. Et en fait, dans le parcours, c'est le moment où il rencontre des musulmans, où il comprend que les musulmans, contrairement à l'image qu'on en avait chez les chrétiens, sont les fidèles d'un seul Dieu. Et que la question, on peut discuter avec eux. La vraie question, c'est pas est-ce qu'il y a un Dieu ou pas, c'est est-ce que le Dieu créateur est aussi un et trois, donc est-ce que le Fils est incarné. Et c'est ces questions-là qu'il porte en revenant et on le force à formuler une règle, et il insiste pour avoir ce chapitre-là sur les frères qui vont c'est le dernier chapitre de la première règle, les frères qui voudraient aller chez les Sarrasins, chez les infidèles, ne doivent pas causer de scandale, ils doivent obéir à toute créature humaine. Citation de saint Paul. Et dans toute créature humaine, il y a toute créature. Et c'est seulement s'ils voient que les conditions sont favorables qu'ils peuvent discuter de la question de savoir si Dieu est un et trois et si le Fils est incarné. Voilà. Mais alors ce chapitre-là sera évacué, mais François, donc contrairement à la décision du concile œcuménique de 1215, en 1219, refuse d'adopter une règle autre. Il veut la sienne. Il dit, ma seule règle, c'est l'Évangile. Et il maintient, donc jusqu'au bout. On lui dit non, il y a une reformule, il maintient, et donc il y a en 1221, 6 ans après un concile qui interdit qu'un ordre prenne une nouvelle règle, il fait adopter une nouvelle règle. Donc c'est assez fort. Donc là, il y a effectivement, la règle c'est, nous voulons suivre l'Évangile, et chaque fidèle, chaque frère, et un des chapitres les plus importants, c'est la méfiance envers les supérieurs. Méfiez-vous de vos supérieurs qui vous empêcheraient de suivre l'Évangile. C'est presque le leitmotiv de la règle franciscaine. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est cet esprit-là, et Olivier fait partie, c'est pas un illuminé dans son coin, c'est juste qu'il fait partie de la lignée des frères qui sont les plus fidèles à l'intention de François d'Assise de vivre selon l'Évangile, de vivre directement selon l'Évangile, en respectant certaines formes. On est dans une communauté, on a quand même des supérieurs à qui on obéit un peu, mais sur l'essentiel, les points essentiels, c'est chacun sait en son cœur ce qui est juste, ce qui doit se faire. Voilà. Donc évidemment, ça a été inacceptable, c'est vraiment le point de conflit. Après, il y a aussi un commentaire de l'Apocalypse dans lequel il explique que prochainement, un pape sera le précurseur de l'Antéchrist. Alors, ça passe pas très bien, et ses disciples voient arriver ce pape qui est Jean XXII, et ils disent, on verra le précurseur de l'Antéchrist, au fait qu'il s'oppose à la pauvreté franciscaine. Et plus le pape Jean XXII s'opposait à la pauvreté franciscaine, plus les disciples d'Olivier voyaient en lui la figure de l'Antéchrist et sont allés au martyr. Donc il y a eu une centaine de morts sur les bûchers. C'est un épisode totalement oublié de l'histoire du Moyen-Âge, de l'histoire de France, dans la région entre Toulouse et Montpellier, une centaine de personnes brûlées entre 1318 et 1325. Pour ces questions-là, pour des questions de principe, de la liberté individuelle. Donc c'est presque des règles de désobéissance, c'est de la désobéissance civile au sens strict du terme. La désobéissance spirituelle. Voilà. Donc évidemment, ça ne peut pas être un modèle d'institution, évidemment, ça ne peut pas non plus être un modèle de société. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Exactement, c'est ma phrase préférée, je te remercie de l'avoir employée. Voilà. Donc on peut l'encourager, on peut espérer qu'il y ait de plus en plus d'anarcho-spirituels sur cette planète, qui aide à se libérer des institutions trop pesantes qui emmènent dans des mauvaises directions. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? On laisse la place à la parole. J'ai juste une dernière question pour insister sur la dimension de redéfinition d'une compréhension anthropologique dans ce que tu as dit. Parce que beaucoup de choses amènent finalement à reconsidérer qu'est-ce que c'est que être la condition
terrestre, pas simplement humaine, mais qu'est-ce que c'est que la condition terrestre, que ce soit voilà, le sens du rapport à une altérité, potentiellement d'autres mondes, d'autres civilisations, et aussi la question de la définition de la liberté. Et donc, enfin, la question de la liberté, et puis la question de la définition, une contestation de la définition de l'humain donnée par l'économisme dominant, et que Amartya Sen appelait finalement une définition qui faisait de nous des idiots rationnels. Ouais. Et alors, ma question, elle portait justement sur la notion de liberté. Tu as dit un des grands enjeux pour qu'on accepte pour qu'on même on accepte d'imaginer l'idée d'un rationnement, c'est à un moment de sortir de quelque chose qui était très séduisant dans le néolibéralisme, qui est de dire que chaque individu a une liberté absolue sur ses choix, ses désirs, sa façon de mener son existence, sa façon de s'approprier les choses, d'accumuler de la richesse, etc. Quel type de figure de l'humain ou du terrestre ça dessine une liberté qui n'est plus ça? Quel type de liberté prend place si on conteste cette liberté d'idiot rationnel et du néolibéralisme? Alors, encore une fois, je suis pas philosophe, donc j'ai pas techniquement le droit de donner une réponse à cette question. Mais non, je blague. Excuse-moi. La réponse est assez simple. C'est, au lieu de dire ma liberté s'arrête là où commence où elle gêne celle d'autrui, c'est de dire ma liberté s'arrête là où elle détruit le bien commun, où elle est néfaste au bien commun de la planète ou du bassin versant dans lequel je me trouve. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Si collectivement une communauté dit que l'usage de téléphones portables de la 14e génération n'a aucun intérêt et sera prohibé, mon droit à ce téléphone portable-là est annulé. Voilà. C'est une chose comme ça, c'est de ce type-là. Mais ça peut être très démocratique. Quand je parle de rationnement, c'est de l'auto-limitation. Si c'est fait... oui, bien sûr, quand on dit rationnement, on voit « oh, l'État qui va imposer ». Non, ça peut se passer de façon vraiment totalement démocratique, helvétique. C'est la communauté, collectivement, décide ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et ça, vous savez faire, je pense. Mieux que nous, enfin mieux que les Français. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut ouvrir la discussion à vos questions. Deux doigts levés, alors monsieur, puis monsieur. Par rapport à l'établissement de mesures telles que rationnement, encore faut-il que la connaissance de l'ensemble des gens et le pouvoir politique habilité à prendre de telles mesures soit préparé. Comment le faire? Je pense à deux cas en Suisse à l'heure actuelle. Des canons à neige que le canton de Vaud veut développer, n'est-ce pas? Il n'y a pas une autorité politique pour l'instant, le syndic de l'ESA ne s'y oppose pas. Notre conseil fédéral est pour l'étude de Jeux olympiques d'hiver en Suisse. Ça, c'est des mesures qui ne sont plus actuelles. Et comment aider le pouvoir politique à avoir le courage, avoir la lumière et avoir le courage de prendre des mesures? Mais, donc là, on est strictement dans le débat politique et vous avez les moyens de proposer une votation pour interdire les canons à neige. Enfin, je sais pas, pourquoi pas, voilà. Non mais, et juste, parce que je suis très très admiratif de ces procédures démocratiques suisses, parce que même si elles ont beaucoup de défauts d'autre côté, mais vous avez cette capacité de proposer, de mettre en avant des questions. Voilà. Et le seul fait de poser la question dans l'espace public, ça fait réfléchir. On va entendre les arguments, toc, toc, toc. Est-ce que ça vaut la peine pour sauver 14 emplois dans le tourisme de continuer ces saloperies? Pardon, excusez-moi le gros mot. Pardon. Voilà. Donc je pense que c'est des questions politiques au sens strict du terme, et c'est en posant des questions dans le débat politique qu'on fait avancer la réflexion. Et c'est ce qui se passe en France sur la question des bassines, ces gros réservoirs d'eau qui sont absolument choquants, absolument monstrueux, qui sont souvent illégaux. Et les préfets, aux ordres du pouvoir impérial français, ordonnent la construction de choses que la justice a déclarées illégales. Et on voit quasiment l'armée tirer à bout portant sur les manifestants. C'est totalement délirant. Mais les choses peuvent progresser. Sauf qu'on est rentré dans un moment de tension très très fort. On est dans le dur. On est vraiment dans le dur. Et donc c'est le moment où les conflits seront plus durs. Et donc il faut être préparé à ça et il faut aller de l'avant. Monsieur. Oui, merci pour votre exposé.
d'enchantement dans lequel nous sommes tous, apparemment, et à notre incapacité à nous réveiller et à faire ce qu'il y a à faire pour affronter les questions qui se posent. Est-ce que, dans votre perspective historique, vous pouvez donner d'autres exemples où il y a eu cette espèce de stupeur collective qui empêchait les gens de prendre les mesures qu'ils auraient dû prendre pour affronter le réel qui venait vers eux, quoi. Donc la question, il faut que je répète un petit peu, est-ce qu'il y a d'autres exemples de cas de stupeur collective qui font que les sociétés ne réagissent pas à des situations aussi tragiques que la nôtre? C'était exactement le thème du livre de Jared Diamond sur l'effondrement, où il propose des exemples qui ne sont pas tous très convaincants. C'est très compliqué parce que les choses sont pas... Enfin, j'ai pas de solution... On n'a pas de terme de comparaison, si vous voulez. On n'a jamais vécu une situation aussi folle. Là, voilà, je ne vois pas de point de comparaison possible parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux engagés dans un mouvement collectif aussi délirant où une partie du... Enfin, ce que vous décrivez, la stupeur, c'est le point de départ de mes livres. Comment ça se fait qu'on ait... le deuxième livre commence par une citation de Boris Vian. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Ça ne va pas. On sait et on ne fait pas. Le savoir, il est là, il est disponible. Il y a des rapports qui s'empilent et il y a des gens qui les contestent sans compétence. Et ça ne passe pas parce que ça va à l'encontre des habitudes. Donc il y a quelque chose qui est... La force de l'habitude est tellement profonde que... Voilà. Mais on n'a pas... Enfin, je ne vois pas de cas... Enfin, j'ai pas vraiment... je me suis pas posé la question. On pourrait éventuellement penser, oui, à des sociétés qui s'affaiblissent, mais c'est pas pareil du tout. Qu'une société... justement, perdre ses défenses face à un agresseur et se fasse détruire. Ça, oui, ça existe, ça a existé dans l'histoire. Mais là, c'est différent. C'est le mode de vie habituel qui ruine les conditions de perpétuation de cette société. C'est totalement inédit. Donc, je ne vois pas... Il faut juste dire, c'est totalement fou, c'est totalement sidérant, il faut... voilà. Et donner l'exemple, chacun peut faire des choses, mais surtout éviter ce discours des petits gestes, parce que ça, c'est la chose la plus infantilisante, de dire il faut faire pipi sous la douche, c'est pas ça la question, c'est vraiment... Non, mais parfois on a cet argument, ne pas tirer la chasse d'eau la nuit, voilà. Oui, mais c'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Ils s'en prennent aux manifestants. En vrai, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On milite, on boycotte, on va prendre les armes? Non, pas prendre les armes parce qu'on va être pacifique. Oui, mais justement, est-ce que c'est vraiment réalisable? Chacun doit faire ses choix. Voilà. Moi, j'ai des amis qui prônent une certaine forme de violence. Moi, je suis contre. Voilà. Mais je le reproche pas parce que je vois très bien, dans certaines situations, oui, il faut faire des actes qui sont à la limite presque délictueux. Il faut employer parfois, si on veut arrêter certains grands projets, on sait très bien que parfois un acte symbolique violent permet d'arrêter quelque chose. Mais parfois, ça ne suffit pas. Voilà. Sur les choses, bien sûr, sur les choses. Il y a un cas très célèbre, très beau, parce que c'est documenté par un film magnifique, d'une lutte contre un projet de barrage dans les Ardennes belges. Et le village, la petite ville, s'était mobilisé collectivement. C'était plein d'inventivité, c'était joyeux, c'était très drôle. Jusqu'au moment où ils ont été brûlés des cabanes de chantier. Et là, les ingénieurs sont partis, donc l'État a arrêté le projet. Voilà. Donc il y a un moment, pour qu'une lutte gagne, il faut une certaine forme de destruction de choses, pas contre les personnes, bien sûr. C'est peut-être inévitable. Après, la lutte contre Total, voilà, il y a des cas précis où il y a des situations très, très, très violentes. Et je n'ai pas de solution. Encore une fois, il y a une multiplicité de luttes politiques à avoir, à mener. Il faut surtout il faut y croire parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. Plus fort. Ou même venez ici pour le... Pacification. Donc c'est un thème que vous avez abordé. Et si on reprend un tout petit peu l'histoire, la colonisation et ce qui nous s'en est suivi, c'était le fait, je suis désolée,
La société est quand même, notre société occidentale était très dominée par les femmes. Oui. Donc est-ce qu'une ressource de pacification, c'est pas de la diversité, féminin, masculin évidemment, mais au-delà de ça, des gens qui sont différents de nous, parce qu'on réfléchit en homme blanc. C'est ça. Non mais oui, 100%. Donc une ressource, la question était de savoir si la plus importante ressource de pacification, c'est la diversité, plus de femmes et plus de personnes diverses. Bien entendu. Il y a pas de, c'est une évidence. Excuse-moi, je l'ai pas dit, mais on peut pas répéter tous les. Bien sûr, c'est oui, c'est un thème un peu bateau, mais oui, le patriarcat est responsable de l'affaire. Oui. Madame. J'ai eu une pensée qui m'est venue quand vous avez pensé à la commercialisation de la Terre, en disant qu'il existe d'autres mondes dans l'univers. Ça m'a fait un peu froid dans le dos en pensant à Elon Musk, qui lui est déjà en train de se dire mais pourquoi faire des efforts sur la Terre, puisque de toute manière il existe d'autres mondes dans l'univers. Alors oui, la question par rapport à Elon Musk qui voudrait aller dans laisser tomber la Terre pour aller ailleurs. Non, moi mon argument était le contraire. C'était de dire non mais Les néo-capitalistes n'ont pas déjà dépassé ça. alors la question là, si on rentre, je vous ai pas fait la totalité de la mythologie exoplanétaire, mais il y a c'est infini. Il y a l'hypothèse de base sur la face cachée de la Lune, que différents pays auraient des bases. Il y a la théorie de l'exfiltration des nazis sur Cérès. Voilà. Non mais voilà. Donc il se passe des choses. Il pourrait se passer des tas de choses. Le capitalisme pourrait déjà avoir gangréné une grande partie de l'univers. Oui. Donc ça, je dis pas que c'est forcément gai et joyeux de penser qu'on n'est pas seul, mais on risque de découvrir des choses horribles. Quand on découvrira, si on découvre un jour quelque chose. Mais juste, je proposais une expérience de pensée, de se dire, il y a peut-être des êtres bienveillants qui veulent notre bien, et c'est de penser à eux. C'est si on n'arrive pas à le faire pour nous-mêmes, de penser à eux pour faire des choses bien sur Terre. Voilà, c'est une chose vraiment très naïve, c'est une petite fable naïve, c'était pas autre chose. Mais non, c'est pas du tout l'état d'esprit d'Elon Musk. Ce qui est un peu rassurant, c'est que dès qu'on parle 3 minutes avec un astrophysicien à propos des projets d'Elon Musk, il vous dira tout de suite, mais c'est un rêve, quoi. Il peut toujours rêver. On n'est pas au début du commencement de la possibilité d'aller se balader de galaxie en galaxie, de monde en monde. Non, mais c'est une excuse à pas changer ici. Oui. Non, mais c'est... Madame, puis monsieur. Madame. Oui. Je me demandais si on pouvait imaginer que le cerveau humain est arrivé à ses limites de survie et à ses limites de compatissant avec ses proches, et que c'est la fin de l'humanité. Est-ce que le cerveau humain est arrivé à ses limites et n'a plus perdu le sens de la compassion ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que ce n'est pas le cerveau qui est en cause, c'est l'esprit. Et je pense que l'esprit a des ressources de compassion infinies qu'on ne sait pas éduquer. Il n'y a qu'à voir les enfants. Il n'y a pas plus compatissant qu'un petit enfant. Voilà. Donc on peut... Ce qui rate, ce qui manque, c'est l'éducation au sentiment, à ce genre de sentiment. Et mais il n'a pas disparu, c'est qu'on a entraîné, on gave le cerveau de nos enfants de stupidité économique, ils entendent l'éloge des marques, ils veulent des marques, etc. Il y a une idéologie de la consommation qui brouille, qui détruit l'imaginaire et qui enferme les... alors ça, c'est une chose après, c'est un autre sujet, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais les jeunes, l'effet... des confinements pendant le Covid sur les jeunes, sur les adolescents, qui se sont retrouvés enfermés, qui ont du mal maintenant à reprendre contact avec le monde extérieur et qui passent par la médiation des jeux, des réseaux sociaux, qui n'ont plus d'accès direct au monde. Il y a des choses très très graves qui se passent liées à l'usage des technologies, à des conditions particulières. Voilà, il y a des choses, mais je pense que c'est jamais irréversible et c'est pas le cerveau humain et c'est pas une question d'évolution de la nature humaine qui est en cause. C'est plus une question... Ah mais j'en suis sûr, vous regardez, mais regardez des petits-enfants, le comportement de petits-enfants avec des animaux, et juste voir ça, c'est la chose qui rassure tout de suite. Pardon ? Oui, il y en a aussi, oui.
contaminés tellement par le matériel. Pourquoi est-ce que le cerveau n'a pas dit halte, attention, enfin, n'a pas senti cette direction vers notre mort, enfin, mais ça, c'est cérébral quand même. je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est cérébral. Enfin, je sais pas. Je suis pas. Si on voit ce que vous, on va pouvoir le dire, mais j'entends c'est tellement, je sais pas, ça fait peur actuellement. Oui, mais j'essaie de trouver des solutions. De parler des tout petits enfants, pas des enfants de 5 ans qui sont cruels. Tout le bébé. Le bébé avec le chat. Je parlais pas de la destruction des insectes. Non, j'essaie de trouver des ressources d'espoir chez les tout petits, avant qu'ils soient pervertis par la société. Non. Bah, totalement. Bah, je suis à Genève quand même. Monsieur, oui, je voudrais revenir sur le colonialisme et en vous retournant l'argument. Que répondez-vous à ce qu'il est convenu d'appeler le Sud global, qui nous dit que c'est bien gentil pendant 200 ans, vous êtes gavé sur notre dos, et maintenant on a besoin de ces ressources pour nous développer. Non, mais c'est la plus grosse question géopolitique. Mais ça, moi, je suis médiéviste, donc je n'ai pas forcément des réponses à tous les sujets. Je dis juste, non, il y a des demandes de réparation qui sont absolument légitimes. Et quand je dis le ration, c'est pour les pays occidentaux qui vont devoir se serrer la ceinture, notamment pour compenser. Enfin, voilà, on mesure maintenant, il y a eu des mesures très impressionnantes sur Haïti. Je ne sais pas si tu connais ce dossier. Voilà, essayer de chiffrer le préjudice subi par des pays colonisés, par les pays occidentaux, et ils ont le droit de présenter la facture. Ils ont absolument le droit. Voilà. Mais je dis, il n'y a pas une chose qui va se régler globalement, mais il y a plein de solutions qui doivent être traitées, et il y a plein et les puissances coloniales, comme la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal et autres, ont des comptes à rendre aux pays qu'ils ont pillés. Voilà. Et voilà, je ne peux pas dire autre chose. Si on raisonne dans une perspective de justice planétaire globale et pacifique, oui, donc on va sérieusement devoir se serrer la ceinture en Occident. Moi, ça me fait pas peur. Enfin, on ne pourra pas faire autrement si on veut aller vers un monde pacifié et juste. De toute façon, on n'a pas besoin de 50 iPhone 14. Monsieur, vous avez mentionné le directeur de Total comme symbole du capitalisme. Ah ouais. Mais la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'actionnaires. Et parmi ces actionnaires, il y a des fonds de pension qui représentent une partie énorme de la population, bien sûr, qui sont impliqués dans les financements de l'exploitation des ressources, etc. Donc c'est plus complexe que simplement 2-3 capitalistes qui on pourrait couper la tête. Ah non, mais je n'ai pas proposé de couper la tête de M. Pouyanné, c'est pas ça. J'ai juste montré qu'il est l'incarnation de cette posture de dire on ne peut rien faire. Il l'a dit. Il a la puissance de faire des choses et il dit je ne peux rien faire parce qu'il y a la vie réelle, il y a les gens qui ont besoin d'essence dans leur voiture. Oui, bien sûr. Après, le système financier, il est très complexe. La question des fonds de pension, c'est un scandale, mais c'est très complexe de se dire que la destruction de la forêt amazonienne sert à financer les retraites des Floridiens riches. Voilà, tout ça est monstrueux, mais ça se défait, ça doit se défaire. Enfin, en gros, ma position, c'est tout est à réformer, mais pas sous une forme violente de révolution, sous une forme de refonte complète de toutes les normes. Alors, il y a un travail très intéressant où j'étais associé à des recherches passionnantes sur la comptabilité environnementale. Comment modifier les systèmes de comptabilité pour tenir compte pas seulement de la valeur marchande, mais de la valeur environnementale, de remplacer la valeur marchande par la valeur environnementale comme unité de base. Voilà. Ça, c'est des recherches passionnantes. Donc, c'est la même chose dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans la finance, dans tous les secteurs, il faut arriver à trouver des façons de reformuler, refonder les normes. Et je pense que, enfin, je ne sais pas en combien de temps on y arrivera, mais c'est certain qu'il y a un mouvement qui va dans ce sens, et c'est peut-être limité, c'est secteur par secteur, mais il y a des avancées. Ben oui, il y a urgence, mais bien sûr, mais bon, on verra bien ce qu'on arrive à sauver. Mais je peux pas. Je trouve que c'est assez réaliste, cette idée de valeur environnementale, à partir du moment où on sentira davantage, il faut qu'on le sente un peu plus fort, mais à partir du moment où on sentira davantage que la menace devient radicale si on ne préserve pas l'environnement. Au fond, la couche d'ozone, c'était très intéressant comme exemple, parce que la couche d'ozone, ça c'était clair et net, c'était sur 10-20
20 ans, la catastrophe va aller venir, on a agi efficacement, rapidement, on s'est tous mis d'accord. Peut-être que cette idée de valeur environnementale pourrait venir sur la scène quand on sentira que si on ne la fait pas entrer sur la scène, on va en mourir. Et peut-être que là, ça me paraît assez réaliste, au fond. Peut-être pas pour 2023, mais dans les années qui viennent, ça paraît assez logique. À partir du moment où on se dit on va tomber dans le gouffre, on tient compte du gouffre. Tant qu'on se dit on est encore assez loin pour déraper comme il faut et partir dans l'autre sens, on s'occupe moins du gouffre. Mais bon, il y avait une question. C'est un peu une suite de réflexion, il me semble qu'on entend la notion du bonheur national brut derrière vos mots, avec l'exemple du bouton qui, 50 ans, prend en compte le bien commun. Est-ce que c'est un modèle ou pas, une partie du modèle, pourquoi il n'était pas plus démuni dans ce Alors, sans me tromper, le Bhoutan n'est pas un régime très démocratique. Voilà. Donc, je ne pense pas que c'est compliqué de prendre le Bhoutan comme modèle, et la notion de bonheur intérieur brut, même de toutes les notions de modifier le calcul du produit intérieur brut, c'est un peu des illusions. C'est-à-dire que c'est modifier les indicateurs, les apparences. Hein, ça ne touche pas le fond des questions. Et... Il a investi dans des bitcoins. Oui, le Bhoutan n'est pas du tout un modèle. Non, non, mais... Là, on décale vers le Bhoutan en tant que pays, avec ses institutions, ses traditions et ses pratiques. Mais l'idée du bonheur intérieur brut, c'est ça Oui, c'est ça. Cette idée-là, est-elle vaine? Non, encore une fois, donc, je suis médiéviste. Hein, donc là, je parle de n'importe quel sujet, c'est pas sérieux. Mon ami Antonin Potier, qui est un économiste de l'environnement, a écrit des articles très intéressants pour montrer que non, ça ne change pas grand-chose de modifier les indicateurs. Ça reste une modification. Ce qui est important, c'est de modifier les indicateurs qui font agir. Hein, et ces mesures-là, macroéconomiques globales, n'ont pas d'effet sur les comportements. Voilà. Donc, en gros, c'est ce que j'ai retenu du travail d'Antonin Potier, que vous pouvez lire, qui est un chercheur tout à fait remarquable, qui a écrit un petit livre paru en 2016 qui s'appelait « Comment les économistes réchauffent la planète », qui est très instructif pour... s'ouvrir les yeux sur toute la partie de l'économie qui prétend traiter de l'environnement et de façon absolument catastrophique. Oui, monsieur. Oui, par rapport à défendre un petit peu, est-ce que le terme sanctuarisé n'a pas une portée un petit peu quand il y a eu des conflits dans l'école, on parlait de sanctuariser. Et est-ce que, par exemple, l'Antarctique peut sanctuariser des morceaux de la planète encore vierge, c'est ça. Qui fait que en fait, plus personne ne pourrait avoir accès sans... Non, mais c'est un sanctuariser. Non, absolument, oui. Je pense que c'est peut-être le meilleur mot, oui, vous avez. Et ça renvoie effectivement à cette idée de... Il y a du sacré qu'on met à l'écart, on sépare les choses et on n'y touche pas. Mais ça... Madame. Alors moi, j'ai bien suivi tout ce que vous avez dit, mais une de mes préoccupations, qui est dans un autre domaine, c'est que la structuration mentale des gens me questionne. Que voulez-vous si des gens deviennent complètement paranoïaques, complètement pervers, narcissiques? Comment voulez-vous que ces gens qui sont souvent au pouvoir réagissent et se remettent en question, puisque leur personnalité s'y oppose? Regardez les gens. Non, mais bien sûr. Non, mais vous avez absolument raison. C'est la question la plus dramatique. C'est les gens qui veulent le pouvoir sont par définition des gens pas tout à fait normaux. Oui. Mais non, c'est très, très... Donc la seule solution logique, c'est changer les structures de pouvoir pour qu'un individu n'ait plus autant de pouvoir. Et ben oui, Poutine, on attend qu'il lui arrive quelque chose, bien sûr. Mais on peut le dire à d'autres personnes qui ont trop de pouvoir. Non, il y a des questions d'institutions. Les institutions devraient limiter le pouvoir, devraient faciliter des procédures démocratiques, devraient faciliter le roulement du personnel politique, devraient empêcher le renouvellement des mandats, etc. Il y a plein de choses, de dispositifs juridiques. Encore une fois, on ne se rend pas compte. On a tellement l'habitude que les choses continuent telles qu'elles vont. En réalité, le droit,
le droit, la comptabilité, les normes, toutes les normes qui organisent la société peuvent être modifiées. Et donc, s'il y a une volonté collective, s'il y a un mouvement de fond, on peut modifier les choses. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Alors, merci beaucoup. En t'écoutant, Sylvain, j'ai été frappé sur le plan théologique par le sens de la métaphore que tu as employée, la métaphore ufologique, qui me paraissait vraiment intéressante par rapport à quelque chose que nous avons peut-être perdu. Parce que, à notre époque, l'être humain, on évoquait Harari la semaine dernière, Homo Deus, à notre époque, l'être humain a pris l'habitude et a une sorte de certitude de n'avoir à se rapporter qu'à lui-même. Et tu as bien raison de rappeler que dans la structure chrétienne, la structure fondamentalement chrétienne est celle d'une transcendance à laquelle on se rapporte avec une attente. Dieu attend quelque chose de nous. Les anges veillent sur nous. Des démons peuvent éventuellement, cette mythologie chrétienne, elle est très très pertinente parce que, au fond, elle invite à penser qu'on n'est pas seul maître et possesseur des choses et que quelque chose est attendu de nous et qu'on attend de nous que nous nous comportions bien. Et cette idée-là, je crois, cette métaphore, à mes yeux, avait beaucoup... Je t'écoutais, j'étais un peu surpris, parce que je me disais, on était dans l'ufologique, et en fait, cette métaphore a d'autant plus de sens qu'on a oublié cette structure fondamentale qu'on trouve dans les monothéismes, dans le christianisme, l'être humain étant... Il doit répondre, il est appelé à répondre à une attente. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a... Tu vois, je retiendrai, c'est vraiment quelque chose avec quoi je repars aujourd'hui. Chacun partira avec ce qu'il a pu, ce qu'il a voulu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a retenu, ce qui l'a frappé. Ce seront des choses différentes pour les uns et les autres, mais nous pourrons nous retrouver la semaine prochaine en écoutant cette fois Étienne Wurtz, qui est un directeur de recherche au CNRS et qui travaille, lui, sur l'usage des ressources, en particulier le solaire, l'éolien également, et qui nous parlera du travail de transition qui se fait actuellement en fonction de l'usage et des besoins des ressources dans le monde qui est le nôtre, sachant, il est très très conscient, des difficultés majeures devant lesquelles nous sommes. Mais une fois encore, merci Sylvain d'être venu... d'être venu avec cette conférence riche d'idées. Merci Damien d'avoir présenté cette conférence. Et avec joie, je vous dis à la semaine prochaine.